Bonjour, bonjour et bienvenue à tous pour cet atelier To Build or Not to Build, atelier qui s'annonce passionnant puisque c'est l'atelier qui a donné son titre au congrès de cette année, au 9e congrès bâtiment durable. Je suis Bertrand Chauvet, je suis délégué régional de l'agence qualité construction à Strasbourg et j'aurai le plaisir d'animer cet atelier et puis également de relayer vos questions. N'hésitez donc pas à nous les transmettre via le chat. Alors, on le sait, le bâtiment s'est vu confier dans la lutte contre le réchauffement climatique, le bâtiment s'est vu confier un rôle important dans l'économie des gaz à effet de serre, et il s'est vu confier un rôle important à travers l'élaboration de bâtiments neufs qui soient moins consommateurs en énergie, à travers la rénovation de bâtiments anciens de manière à ce que ces bâtiments soient également eux aussi moins consommateurs d'énergie. Et puis cette logique, elle arrive à son terme avec la réglementation environnementale qui cherche à faire en sorte que la construction même des bâtiments, la phase de construction, soit elle aussi la moins possible productrice d'énergie de gaz à effet de serre. Étonnamment, et nous avons commencé à en parler ce matin, étonnamment, la stratégie qui consisterait, la stratégie la plus radicale et peut-être la plus efficace aussi, qui consisterait à ne pas construire, elle est relativement peu abordée, assez peu traitée, et c'est cette stratégie dont nous aimerions parler aujourd'hui. Alors, la question peut sembler très provocante, hein, on sait qu'un certain nombre de ménages éprouvent beaucoup de difficultés à se loger, notamment dans les grandes villes, et là, pour le coup, aussi bien en France qu'en Allemagne. On sait aussi que nous avons chacun d'entre nous le désir d'habiter des espaces urbains qui soient les plus agréables possibles et mieux équipés, tant d'un point de vue sanitaire que d'un point de vue culturel, sportif et de loisirs. Mais si cette question peut apparaître provocante, c'est peut-être tout simplement parce qu'elle est mal posée. Il nous semble en effet qu'il existe des outils, dès lors qu'on réfléchit sur le stock existant des bâtiments, qu'il existe des outils qui permettent de prendre en compte ce stock existant des bâtiments et de les utiliser différemment. Ces outils, ce sont la mutualisation, ce sont la réflexion sur le temps, la réflexion sur les usages, la réflexion sur la réversibilité des bâtiments. Donc ce sont tous ces outils que nous allons évoquer aujourd'hui à travers les interventions de nos quatre intervenants, que je remercie d'être avec nous aujourd'hui. Ces quatre intervenants, je vais vous les présenter rapidement avant de leur laisser la parole. Notre première intervenante sera Larissa Tchekova, qui est doctorante à l'Institut d'histoire et de théorie de l'architecture de la ville de l'Université technique de Braunschweig. Donc nous sommes en Allemagne, où elle est également assistante de recherche à l'Institut de design urbain et de méthodologie de conception. Son travail est à la fois scientifique, puisqu'il porte sur le développement urbain auto-organisé et communautaire, mais il est également militant dans la mesure où elle intervient sur le quartier coopératif Co-Living Campus en collaboration avec la ville de Braunschweig, donc, et qu'elle s'implique également dans des formats éducatifs au niveau national pour intégrer l'intérêt collectif dans le développement urbain. Nicolas Hémin, qui lui succédera en compagnie de Julien Herbert. Nicolas Hémin est diplômé de l'école d'architecture de Lyon. Il a d'abord travaillé en agence d'architecture, en tant qu'architecte donc. Et puis suite à une année passée à l'étranger où il est intervenu sur différents chantiers des constructions, il a intégré en 2020 le poste de chargé de mission au sein du Centre d'échange et de ressources et ville aménagement durable. Julien Herbert, qui interviendra à ses côtés, a intégré la fonction publique en 2007 en tant qu'ingénieur territorial. Il a travaillé à plusieurs reprises en tant que maître d'ouvrage public avant d'intégrer le ministère de la Transition écologique et la DHUP, c'est-à-dire la direction de l'habitat, de l'urbanisme et du patrimoine, comme chef de bureau adjoint au bureau des acteurs, des produits et de l'innovation dans la construction. Depuis 2019, il est responsable de projets au sein de l'agence qualité construction et il accompagne notamment Solideo. Donc la Solideo, c'est la société en charge de la livraison des ouvrages olympiques dans la perspective des Jeux olympiques de Paris. Et il accompagne la Solideo dans la prévention des risques. Et enfin, notre dernier intervenant, Arnaud Alavant. Donc, Arnaud Alavant qui est à la fois formé d'un point de vue technique, puisqu'il est passé par le CNAM, mais également en urbanisme, puisqu'il est passé par l'Institut français d'urbanisme, et en technique juridique, puisqu'il est passé par l'école de management de l'ESSEC.
Arnaud Alavant a fondé le bureau d'études et de programmation ID-FESEM. Il est également administrateur du SIPA, donc le syndicat des programmistes en architecture et en aménagement. Il dirige la société SCIC, la société de coopérative d'intérêt à revérifier, la société coopérative d'intérêt collectif, excusez-moi, monsieur Alavant, Alliance Sens et Économie, et il est également président et fondateur d'Oxysoft, qui est un éditeur de logiciels spécialisé pour la programmation architecturale à l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà, je vais laisser la parole à nos intervenants et tout d'abord à Madame Larissa Tseskova qui interviendra sur un thème assez large, assez général, qui est celui de la ville comme ressource. Madame Larissa Tseskova, je vous laisse la parole. Ja, vielen Dank. Merci beaucoup. Je vais chercher à partager mon écran. Et excusez-moi, je vais peut-être juste reprendre la parole pour signaler aux personnes qui nous suivent via l'écran que des traductions sont disponibles. N'hésitez donc pas à cliquer sur le petit texte, sur l'icône qui représente un globe terrestre, une planète, pour choisir le canal qui vous convient le mieux. Et je vous laisse la parole, Madame Tseskova. Excusez l'interruption. Madame Tseskova, vous avez oublié de brancher votre micro. Voilà, je pense que ça sera plus intéressant comme ça. Ja. bonjour, ça commence bien. Alors maintenant, je vais démarrer comme il faut avec ma présentation. Je vais vous parler aujourd'hui de la ville ressource, ne pas construire, réaménager et construire autrement. Je vais vous parler de la perspective du monde de la recherche et de la perspective de la communauté des initiatives de projets à but non lucratif. Nous avons déjà mentionné un acteur dans ce domaine qui s'appelle Immofilien. Ça, c'est un jeu de mots entre le monde immobilier et des associations à but non lucratif. Tout d'abord, j'aimerais évoquer les 5 questions qui vont être le fil rouge de ma présentation. Premièrement, quelle sera la ville du futur? Deuxièmement, qui développera la ville du futur? Qu'est-ce qui sera construit? Quelles sont les alternatives et que pouvons-nous faire concrètement? Je vais commencer par la première question, à savoir quelle sera la ville du futur. On peut peut-être poser cette question à un moteur de recherche comme Google, et quand nous entrons les termes ville du futur, nous voyons beaucoup d'images assez futuristes, très vertes, avec du ciel bleu qui signifie une bonne qualité de l'air. On évoque d'autres ressources pour l'énergie et il y a beaucoup de personnes qui se promènent en ville. Mais quand on fait de la recherche sur le terme lotissement, il y a des images tout à fait différentes qui apparaissent. Il y a plus de voitures que de personnes qui se promènent dans la rue. Nous voyons une architecture qui n'a rien à voir avec les éléments futuristes que nous venons de voir, mais c'est exactement ces bâtiments-là qu'on construit aujourd'hui et qui vont rester pour l'avenir et qui vont façonner notre futur.
Et vous voyez qu'il y a un grand écart entre les deux images et on voit clairement qu'on parle d'un type de ville du futur et que nous pratiquons un aménagement tout autre aujourd'hui. Il faut donc se poser la question à savoir comment pourrons-nous contribuer dès maintenant à un changement de l'aménagement. Ensuite, il faut se pencher sur la question à savoir qui développera la ville du futur. Alors, qui est l'acteur aujourd'hui pour l'aménagement du territoire? Nous constatons que le pouvoir public a très peu de marge de manœuvre. Là, vous voyez une installation pour la Biennale d'architecture de Venise à 2018. C'est la ville de Luxembourg qui a démontré que seulement 8% de la superficie constructible de la ville de Luxembourg appartient à la ville. Et ça, c'est le petit corridor au milieu. Le reste appartient à des investisseurs privés. Des investisseurs privés, ça, c'est pas forcément mauvais en soi, mais aujourd'hui, on observe un phénomène. Souvent, ce sont des investisseurs, surtout des grandes entreprises immobilières qui façonnent l'aménagement du territoire dans les villes en créant un maximum de profit. Et il y avait un site web qui s'appelait carrément Buy Berlin. Donc on a fait de la publicité d'acheter toute une ville parce que Berlin continue à être une ville abordable, au moins dans le contexte global. Et cette vente de la ville, cet investissement massif, mène à une expulsion, à une situation de sans-abri dans les grandes villes. Parce que ces investisseurs misent avant tout sur le profit et sur le rendement au détriment des personnes qui vivent dans ces villes et qui ne peuvent pas suivre cette évolution. Un point très important, c'est il semblerait que les auditeurs francophones ne parviennent pas à avoir la traduction. Donc, je redonne les consignes. Donc, allez sur l'icône en bas de l'écran qui s'appelle Interprétation, représentant un globe terrestre divisé en groupes et réactions. Il suffit aussi de cliquer sur ce globe terrestre et vous avez le choix entre désactiver, allemand ou français. Donc pour les auditeurs français, il suffit d'appuyer sur... Donc là, vous devriez m'entendre dans le canal français. Dans le canal de traduction, vous devriez avoir la traduction française. D'accord, je vais donc continuer. Et s'il y a des problèmes techniques, je vous invite à m'interrompre librement, pas de problème. Alors, j'avais tout juste fait la petite intro à ma présentation et maintenant vous voyez ici un petit premier bilan. Nous avons constaté que les grands groupes actifs au niveau mondial sont les acteurs les plus puissants du développement urbain. Les bâtiments, le voisinage, le quartier et les villes deviennent des marques et des marchandises sur un marché globalisé. Et construire plus signifie plus de bénéfices et plus de croissance. Ça, probablement, ça c'est une des raisons pour laquelle l'aménagement urbain est dominé par l'idée de construire plus et construire du neuf. Maintenant, j'aimerais bien discuter la question à savoir qu'est-ce qui est construit. Je vis en Allemagne actuellement et j'ai fait une petite analyse. On discute beaucoup du logement disponible en Allemagne. On parle de la crise du logement et la solution proposée par le monde politique semble être construire à tout prix pour pouvoir venir à bout de cette crise du logement. Quand on regarde de près l'évolution au cours des 30 dernières années, on fait le constat suivant.
Nous savons que l'espace par personne est en augmentation nette. Il y a 30 ans, en 1989, c'était moins de 40 mètres carrés par personne en moyenne. Et maintenant, quand on regarde les chiffres de 2018, on voit que nous atteignons presque les 50 mètres carrés en moyenne par personne. Ceci est dû avant tout qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent seules, qui occupent une plus grande surface. Mais en Allemagne, on constate également que la taille moyenne des appartements construits augmente. Ceci veut dire qu'une maison nouvellement construite s'étale sur 100 mètres carrés minimum. Au cours des 30 dernières années, on a construit une surface de 986 millions de mètres carrés. Ceci équivaut à environ 12 millions de logements ou à un espace de vie pour 24 millions de personnes. Il faut savoir que la population en Allemagne est stagnante, elle n'augmente pas. Néanmoins, on continue à miser sur un maximum de nouvelles constructions et on croit que la crise du logement pourrait être surmontée de telle façon. Voilà pourquoi le gouvernement présente ses objectifs et on parle uniquement de nouvelles constructions et d'augmenter le volume. Les coûts liés à la construction sont considérables néanmoins. La construction en tant que telle ne peut pas résoudre cette crise parce qu'elle n'adresse pas le problème de la spéculation, parce que la répartition du logement disponible n'est pas résolue. Mais il y a encore d'autres problèmes qui surgissent, dont l'imperméabilisation des surfaces, la consommation de ressources et d'énergie, la production de déchets, l'intensité du trafic, l'étalement urbain qui mène à cette intensité du trafic et évidemment les émissions de CO2. Comme on construit de plus en plus, nous sommes confrontés à une augmentation de la surface bâtie et de la circulation pour la même population, et même des petites communes sont affectées par ce phénomène, même des petites communes qui voient un déclin net de leur population. Même là, on essaye de créer des lotissements en bordure de la commune pour attirer de jeunes familles. Et ainsi, on crée l'effet donut où les centres-villes restent vides et on imperméabilise davantage des surfaces en bordure des communes. En Allemagne, et je crois aussi en France, on peut observer un phénomène. Les villes et les communes constatent qu'il y a des maisons abandonnées, mais ils ne savent pas où et combien, et ils ne font pas de gestion de tout cet espace disponible. Quand on constate que construire plus ne peut pas être une solution, et qu'il y a d'autres conséquences néfastes, il faut peut-être réfléchir aux alternatives disponibles. Qui sont disponibles? Il y a plusieurs approches pour valoriser davantage le potentiel existant. Il s'agit également de construire la ville ensemble basée sur le bien commun. Il s'agit d'activer les espaces non utilisés, de garantir l'abordabilité du bâti existant, optimiser les surfaces, échanger les surfaces, partager les surfaces, et si on doit construire, il faut construire de manière flexible. La Fondation fédérale pour la culture de la construction a préparé un guide pour l'évolution immobilière. Et il s'agit d'utiliser les potentiels existants. Il s'agit de mieux construire au centre-ville. Dans cette publication, on mise sur la densification, sur la réutilisation de bâtiments, sur l'augmentation de la hauteur des bâtiments. Ça, c'est un volet. Un autre volet, ça serait de réaliser des projets en se basant sur les initiatives sur place et en impliquant les habitants. Ainsi, on leur permet de créer leur propre quartier. Et ça, c'est décrit dans
le livre Co-Housing. Là, vous voyez une initiative très concrète pour activer les espaces non utilisés. Ça, c'est une coopérative qui s'appelle Selbstbau EG, donc où tu construis toi-même, qui a acquis des espaces non occupés ici sur une ancienne ferme dans le Brandembourg. Et c'est une coopérative qui travaille avec la Fondation Trias et qui cherche des espaces pour se loger, pour travailler et pour vivre tout simplement à la campagne. Et là, nous avons un fort potentiel. Il y a également des initiatives qui activent les espaces non utilisés dans les villes. Ce sont des structures coopératives qui ont mené par exemple le projet de la Maison de la Statistique. Et il y avait une action de protestation qui a mené à une coopération entre la coopérative, l'administration de Berlin au complet et du quartier. Et cette coopération a permis la planification et la construction d'un nouvel espace pour l'administration, pour des écoles maternelles et aussi pour des logements. Pour l'instant, c'est encore un projet en cours, mais on a déjà lancé un certain nombre d'activités artistiques, etc. Si cette initiative n'avait pas vu le jour, on aurait démoli le bâtiment et on aurait construit des immeubles à bureaux à la place. Il y a encore une autre forme d'activation des espaces non utilisés. Là, vous voyez un exemple de Leipzig. À Leipzig, on a établi 3 modèles différents dans les années 2000, quand la ville était touchée par un fort taux de maisons non occupées. Dans cette ville, il y avait beaucoup de maisons historiques d'une certaine valeur qui était menacée de tomber en débris. Et l'initiative a essayé de faire une offre aux habitants des différents quartiers en leur disant contre très peu d'argent, ils pouvaient utiliser la surface disponible en rénovant eux-mêmes les locaux. C'était un temps limité de 5 ans qui leur était imparti. Cette initiative a permis de sauver un certain nombre de bâtiments. On a nettoyé, on a rénové, on a chauffé les bâtiments. Et ces 3 modèles s'appellent Maison en gros œuvre, Maison Sentinelle et Magasin Sentinelle. Donc c'est une stratégie applicable aux bâtiments de logement et aussi aux bâtiments commerciaux. Il y avait évidemment une certaine critique de la communauté de projets initiatives par rapport à ce délai de 5 ans. C'était une critique qui était tout à fait justifiée parce que les locataires investissaient beaucoup de temps et aussi de l'argent et ils devaient avoir une perspective à long terme. Ainsi, on a un peu changé d'approche. Depuis les années 2010, il y a de moins en moins de bâtiments inoccupés à Leipzig. Je pourrais même dire qu'il y a une certaine pression sur le marché de l'immobilier. Mais ces initiatives communautaires a mené à une bonne coopération entre la ville de Leipzig et les différentes initiatives. Il y a un bureau de coordination financé par la ville qui s'appelle Leipziger Freiheit, qui assure de faire converger différentes initiatives locales et de leur apporter du soutien financier. Le troisième objectif est de leur donner un canal de communication avec la ville. Par ce canal de communication, ils peuvent formuler leurs revendications et leurs attentes.
Il y a différentes initiatives qu'on pourrait mentionner, par exemple des groupements de construction qui misent sur la propriété privée et aussi des projets de syndicats qui veulent opérer avec une propriété commune. Je crois, entre-temps, il y a 140 maisons différentes, des maisons et des bâtiments existants et aussi des bâtiments neufs qui peuvent être gérés de façon commune. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a un syndicat des immeubles locatifs et coopératifs à Leipzig. Ce syndicat permet aux locataires d'acquérir leur logement et d'agir en tant que responsable. Donc, comment ça marche? Quand un immeuble est sur le marché et doit être vendu, on approche tout d'abord le propriétaire et on lui explique qu'il n'a pas forcément besoin de vendre à un gros investisseur, mais qu'il peut aussi s'adresser à ses locataires. Et les locataires peuvent s'organiser sous forme de syndicat et ainsi ils peuvent créer un logement sûr dans le bâti existant. Je l'avais déjà dit, la ville de Leipzig subventionne et soutient ces initiatives, mais il y a aussi d'autres communes et de villes en Allemagne qui coopèrent avec cette communauté d'activistes. Mais il y a aussi des communes qui veulent aussi générer des solutions alternatives et offrent ces projets-là à des groupes autonomes et indépendants. Dans d'autres villes, il y a aussi la même communauté qui se laisse inspirer par ces modèles. Voici un exemple de la ville de Göttingen. La ville de Göttingen participe à un projet de recherche qui s'appelle Optiwohn, donc loger de façon optimisée. Il s'agit d'optimiser les surfaces, optimiser la sobriété. Il s'agit de trouver des solutions bien fondées et efficaces. Ce que la ville de Göttingen fait me paraît particulièrement intéressant parce qu'ils font tout d'abord une analyse de quartier et essayent de voir de près quel type de surface se trouve où. Ensuite, ils analysent la structure de la population et ils essayent de voir qui habite tout seul sur, par exemple, 200 mètres carrés. Ça, c'est un phénomène récurrent pour surtout des dames âgées qui se retrouvent seules sur 200 mètres carrés et qui sont malheureuses parce qu'elles ne peuvent pas utiliser cette surface et la surface n'est pas adaptée à leurs besoins dans un âge avancé. Et de l'autre côté, il y a des familles qui aimeraient bien profiter de cette surface. Alors, donc la première étape, c'est une analyse des personnes qui ne sont pas satisfaites de leur situation actuelle et ensuite on essaye de trouver des moyens, des projets pour réaménager cet espace. Par exemple, de rendre vraiment un appartement accessible aussi à une personne à mobilité réduite. Le but du projet est de changer cet espace habitable pour qu'il profite à un maximum de personnes. Il ne s'agit pas d'enlever les appartements, les maisons à des personnes, mais de le faire profiter au maximum aux personnes qui en auraient besoin. Ça me paraît tout à fait logique, mais je suis étonnée de constater qu'il y a très très peu de villes et de communes qui font cette analyse. La plupart des villes disent tout simplement « Ah, on va créer de nouveaux lotissements et de nouveaux quartiers et le problème sera réglé ». À mon avis, ça ne marche pas. En ce qui concerne la relocation à des personnes âgées, il y a une petite initiative de recherche qui a mené à un petit projet. Cette fois-ci, il s'agit de la ville de Tübingen avec la Nestbau AG. Ça, c'est une société à action à but non lucratif. On peut donc acheter des parts et ce capital permet la construction de projets de maisons basées sur le bien commun. Et cette initiative
focalise son action sur un quartier pavillonnaire où il y a beaucoup de personnes âgées qui aimeraient bien rester dans le quartier, mais changer de logement. L'idée du projet est de construire une maison adaptée aux besoins des personnes âgées. Ce n'est pas une communauté ou une EHPAD avec une pièce par personne, mais vraiment une communauté. Et on veut le construire directement dans le quartier. Ensuite, offrir aux personnes âgées qui vivent seules de déménager et de libérer leur maison et les laisser à des jeunes familles. Ce projet n'a pas encore été réalisé, c'est encore en cours de planification. On ne sait pas encore si les gens sont prêts à accepter cette approche. Alors, on peut évidemment construire aussi, mais il faut construire de façon flexible. Vous voyez là un exemple de la ville de Berlin. Ça, c'est une coopérative qui mise sur le partage des surfaces. Nous avons de petites unités de logement avec des gens qui partagent une grande cuisine et un grand salon. On peut dire que ça, c'est l'avantage d'une colocation et d'un appartement individuel. Vous avez là une communauté qui vit ensemble, mais il y a quand même un peu d'espace privé. Ce que vous voyez en jaune, ce sont les espaces communs qui peuvent être utilisés aussi en tant qu'espace de travail, en espace de fête et qui peuvent aussi être loués à des personnes externes, à des tierces personnes qui ne peuvent pas se permettre d'organiser des grandes fêtes ou de grandes réunions. L'objectif de ce projet est d'obtenir une certaine qualité de logement sans avoir tout dans un espace privé. Là, vous voyez une autre approche flexible. Ça, c'est un groupement de construction aussi à Berlin. Et ce qui est très intéressant, qu'on n'essaye pas de regrouper un lieu de vie, un lieu de travail, mais de flexibiliser l'utilisation au sein d'un même appartement. Ça, c'est un appartement pour une famille sur 120 mètres carrés, mais chaque appartement peut être divisé en 2 appartements de 80 mètres carrés et de 40 mètres carrés. Pourquoi fait-on cela? Quand les enfants quittent la maison, par exemple, quand il y a un divorce, on a la possibilité de transformer son propre logement et ainsi, les personnes concernées n'ont pas besoin de déménager. Et on peut aussi rapetisser son espace, agrandir son espace. Tout ça, c'est prévu sur le plan architectural. J'arrive déjà à la fin de ma petite présentation. Et j'aimerais bien vous souligner toutes les autres initiatives qui existent, surtout dans les espaces ruraux. À la campagne, il y a ce réseau Zukunftsorte, lieux du futur. C'est un réseau de lieux de vie, de travail à la campagne pour de nouvelles impulsions. Cette initiative s'adresse à des personnes qui veulent vivre à la campagne et profiter de tout cet espace disponible en misant sur des idées créatives. Il y a aussi le réseau Immofilien. Ça, c'est un réseau d'acteurs pour le développement immobilier orienté vers le bien commun. Ce sont des personnes de fondations, de banques, du monde de l'économie, de la recherche et de différentes initiatives qui réalisent des projets générant une plus-value pour leur quartier. Et nous avons constaté que de telles initiatives ne misent pas sur le gain en capital, mais davantage sur la plus-value pour les usagers, pour les locataires et aussi pour la communauté. Ça, c'est un potentiel de créativité énorme parce que les gens connaissent vraiment le potentiel qui existe dans le bâti.
Il y a aussi une publication d'un office fédéral qui est basé sur la compétition reconnaître et faire connaître. Ça, c'est l'initiative Coop Stadt. Ça, c'est un prix qui est alloué régulièrement et qui est décerné à des villes et à des communes qui misent sur l'implication de la population lors de l'aménagement de leur territoire. J'arrive à mon dernier point. Que pouvons-nous faire? Je vous ai lancé déjà un certain nombre d'idées et d'initiatives. Quand j'ai fait mon analyse des exemples de la pratique, j'ai vu que même les petits projets peuvent être à l'origine de transformations. Ça peut commencer par un petit kiosque au coin de la rue qui est un point de rencontre, jusqu'à une maison abandonnée qui est réaménagée et tout à coup il y a une association qui se fonde et encore un peu plus tard il y a un bureau de la ville qui gère ces activités. Ça peut commencer par des personnes issues de la société civile, de la planification, de l'économie, de la politique et de l'administration. Toutes ces personnes peuvent vraiment faire bouger les choses. Et surtout dans les communes de taille moyenne, on nomme toujours une ou deux personnes qui travaillent dans le bureau de la gestion de l'immobilier de la ville qui s'engagent dans ce sens. Alors, les communes peuvent devenir actives et contribuer à la conception, les habitants aussi. On peut s'informer et utiliser les potentiels existants de sa propre ville et de sa région. Donc, je m'adresse ici à nous tous. On peut aussi nous engager dans la politique et dans l'administration pour chercher des solutions durables et pérennes et pour éviter de construire aux dépens de générations futures, mais à leur avantage et assurer leur avenir. Vous savez tous que les villes, ce sont des endroits très importants pour s'attaquer au changement climatique et on va essayer de le faire ensemble. Très intéressant et d'autant plus intéressant qu'on avait beaucoup d'exemples concrets. Une première question qui, pour le coup, est de ma part. D'un point de vue français, on peut être très étonné par l'augmentation du nombre de mètres carrés produits en moyenne pour les habitants, pour les ménages dans les opérations nouvelles. Vous nous avez indiqué une augmentation assez importante du nombre moyen de mètres carrés dans les opérations les plus récentes. En France, c'est plutôt l'inverse. Comment expliquer cette augmentation du nombre de mètres carrés alors que parallèlement, en plus, les prix ont beaucoup augmenté dans les grandes villes allemandes? Ça peut sembler être étonnant. Je ne suis pas sûre si la situation se présente tout à fait autrement en France. On dit toujours la même chose en Allemagne. On dit nous n'avons pas assez d'espace de logement. Mais il y a très peu de preuves pour cela. Pourquoi on peut le dire? Mais il y a une chose qui est sûre, nous n'avons pas assez d'accès à cet espace. Nous avons des maisons inoccupées, surtout dans les grandes villes, dans les centres-villes, des appartements qui coûtent relativement cher, c'est ce que vous venez d'évoquer. Et ceci est dû au fait que ce sont des investisseurs qui achètent ces bâtiments et qui ne les utilisent pas. Ça, ce sont des bâtiments qui continuent à être problématiques. Mais il y a encore un autre volet, ce sont les pavillons, les maisons individuelles occupées par les personnes âgées. Et en Allemagne, depuis quelques années, on a la même vision. À 30 ans, on forme une famille, on achète 2 maisons et on a son espace de logement et aussi sa retraite. Ça semble être une panacée, mais on ne pense pas au fait que ces maisons ne sont pas accessibles à des personnes de mobilité réduite, ne sont pas adaptées aux besoins d'une dame qui vit seule. En Allemagne, nous avons souvent le phénomène qu'une seule personne relativement âgée vit seule sur 300 mètres carrés. Et comme il y a peu de possibilités de déménager, elle reste dans ces trop grandes maisons.
Il y a peut-être encore un troisième facteur qui me paraît important. Comme il y a cette évolution fulgurante des prix, il y a des personnes, des locataires n'ont pas la possibilité de déménager. Le loyer augmente si vite qu'au bout de 5 ans, ça ne vaut plus la peine d'abandonner mes 100 mètres carrés pour payer plus cher pour un appartement qui est considérablement plus petit. Il y a donc plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi nous avons cette crise de logement dont les politiques parlent. Et il y a également beaucoup de personnes qui vivent seules ou qui vivent à deux, mais la plupart des appartements sur le marché sont des appartements de grande taille. Je ne peux pas vraiment trouver des petits appartements quand j'ai besoin d'en trouver. Il y a beaucoup de facteurs où le marché n'est pas équilibré et ceci sera compensé par la panacée de construire encore plus. J'en profite pour signaler aux autres intervenants que s'ils souhaitent poser une question, qu'ils n'hésitent pas à prendre la parole. Donc une question qui nous est arrivée par le chat, comment sensibiliser encore plus de monde, donc que ce soit les hommes ou les femmes politiques, les financiers, les économistes, les ingénieurs non diplômés, au paradoxe qui peut exister entre croissance économique et impact environnemental, de votre point de vue? Paradoxe, j'imagine qu'il faut comprendre contradiction ou difficulté de concilier croissance économique, en tout cas telle qu'elle existe aujourd'hui, et impact environnemental. Ich denke, Je pense que cette croissance à tout prix est due à la conviction dans les sociétés occidentales que l'augmentation de la production d'une marchandise garantit son accessibilité. Et ce n'est pas le cas. Je peux produire autant de pommes que je veux. Si toutes ces pommes se trouvent dans mon jardin, je ne peux pas les distribuer à la grande masse. Et ça, c'est un principe qu'il faudrait encore davantage reconnaître dans le développement de l'espace de logement. Vous savez tous que le sol ne se multiplie pas. On ne peut pas le faire. Et ce grand sujet du logement est lié étroitement à la problématique de la spéculation sur le sol. Et tant qu'on considère le sol en tant que marchandise et quand le sol devient de moins en moins abordable, on exclut des personnes avec un capital limité. Je suis convaincue que c'est très très important de repenser le grand sujet du logement et aussi de la gestion des sols, tout en sachant que le sol est une ressource limitée et il faut accorder à la grande masse l'accès à cette ressource. Des biens qui ne sont pas utilisables à l'infini ou exploitables à l'infini. Merci encore une fois, Madame Tsekova. Je vois que le temps avance, donc nous allons laisser la parole aux autres intervenants. Pareil, restez avec nous et si vous avez des questions à poser à ces intervenants, n'hésitez pas à intervenir. Nicolas Hémin et Julien Herbert, je vous laisse la parole. Vous allez nous parler de réversibilité des bâtiments et on va voir que si l'idée de réversibilité peut être séduisante, on va voir qu'il existe également quelques barrières, quelques difficultés à la mettre en œuvre. Je vous laisse la parole. Merci Bertrand. Alors, on va... Nicolas, ok. Merci Bertrand. Ouais. Est-ce que Julien, tu as la main? Pas accéder à récupérer la main sur le... Je sais pas pourquoi. Bon. Sinon, je pense que tu vas... Ouais, sinon, tu me diras, je passerai les slides.
Donc oui, bonjour à tous. Bon, rapidement, on va se présenter, on va présenter en tout cas nos organismes. Donc l'Agence Qualité Construction est une association d'intérêt général pour l'amélioration de la qualité de la construction et la prévention de la sinistralité. Elle contient 48 membres qui représentent l'ensemble des acteurs de la construction, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, entreprises, assureurs, industriels, le ministère de la Transition écologique, les centres techniques, etc. Voilà, on a un certain nombre de dispositifs et d'outils, des outils d'observation de la sinistralité. Alors, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet de notre intervention aujourd'hui. On a des commissions pour la prévention produits, notamment le passage en technique courante de certaines règles professionnelles, certains produits divers. On a la prévention sur tout ce qui est prévention construction. Donc, on sort un certain nombre d'études assez régulièrement, dont fait partie l'étude qu'on va vous présenter sur la réversibilité des bâtiments, mais on présente un certain nombre d'autres études dernièrement sur le béton bas carbone, sur la construction bois, sur différents sujets autour de la rénovation énergétique. On a des dispositifs de retour d'expérience, bâtiments performants. La méthodologie, on va vous la présenter là dans quelques instants par rapport à l'étude qu'on a menée. Et puis, on pilote un certain nombre de grands programmes nationaux, en général financés par les C2E, dans le temps, les programmes Pactérage, et aujourd'hui, les programmes Profil sur la rénovation énergétique, Ombré sur les territoires outre-mer, et puis FIBAT sur la formation aux économies d'énergie dans le bâtiment. Voilà pour la QC. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Nicolas Aima, moi je travaille à Ville et Aménagement Durable. Donc Ville et Aménagement Durable, pour vous présenter pareil brièvement, je ne vais pas rentrer dans le détail. Du coup, nous on fait de l'animation d'un réseau d'acteurs sur le territoire de l'Auvergne-Rhône-Alpes. On fait partie du réseau bâtiment durable, donc c'est important de le signaler. Ça nous arrive aussi de participer à l'organisation en Auvergne-Rhône-Alpes du congrès. Donc voilà, on a un peu les cousins d'Envirobat Grand Est en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pour ceux qui connaissent Envirobat Grand Est, ça vous donnera une bonne idée de nos actions. Et donc donc je disais animation de réseau de professionnels, on a autour de 350 structures adhérentes. Et du coup, on travaille beaucoup avec le retour d'expérience et du coup en partenariat notamment avec l'agence qualité construction et plein d'autres partenaires pour travailler à la montée en compétences, à la formation. Ça, c'est pour vous donner un peu une image en ce qu'on peut faire en un an, donc des organisations de visites, de conférences, plus prospectives, d'ateliers, petits déjeuners débats, des revues de projets, on met en place des formations aussi basées justement grâce à notre réseau pour aller chercher des expertises sur différents sujets et pour mettre en place des formations à la journée sur des sujets spécifiques. Et après, tous nos ateliers, réunions de groupes de travail dans le cadre de nos actions collectives. Et voilà, toujours, comme je disais, aussi les travails de retour d'expérience. Donc, c'est dans ce cadre de ces actions-là qu'on a travaillé avec la QC sur l'étude réversibilité des bâtiments. Donc, quelques mots de contexte, on en a parlé avec Madame Zetkova précédemment. Alors, évidemment, les enjeux sociétaux, on voit très bien qu'on a besoin d'adapter aujourd'hui l'offre à la demande, les modes de vie et de travail évoluent assez vite, surtout avec la crise sanitaire ces derniers mois. De plus en plus de personnes demandent des espaces extérieurs, type balcon, mais aussi des espaces de bureaux pour travailler en télétravail. On a évidemment un certain nombre d'enjeux économiques. Aujourd'hui, une vraie obsolescence des locaux tertiaires. En région parisienne et dans les grandes villes, on a énormément de vacances de locaux tertiaires, donc un besoin avec des besoins par ailleurs de logement. On a une vraie tension foncière également. Et puis, bien sûr, des enjeux environnementaux avec une politique publique assez forte sur la réduction des gaz à effet de serre, et puis un besoin d'allongement de la durée de vie des bâtiments et des équipements et composants de ce type, de tout type de construction.
Donc, dans ce contexte, en fait, le ministère de la Transition écologique a missionné l'AQC pour mener une étude sur la réversibilité. Et donc, on s'est associé à VAD pour mener cette étude. Alors, cette étude, en fait, elle est issue d'un benchmark, d'une étude bibliographique. Et puis, on a repris justement la méthodologie du REX, bâtiment performant de l'AQC, en allant sur le terrain, en allant échanger, alors principalement VAD, justement, qui a fait ce travail de terrain, d'aller échanger avec les différents acteurs qui ont déjà mis en œuvre, en tout cas suivi des opérations réversibles. Et puis, on a ensuite, donc, ces acteurs-là étaient de tout type. On avait des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des entreprises, contrôleurs techniques, bureaux d'études divers et variés. On a beaucoup travaillé également avec le CSTB qui travaille aussi sur le sujet. Et donc, on a consolidé justement tout ce qu'on a pu retirer du terrain au sein d'un GT qui regroupait l'ensemble des professionnels de la construction et des professionnels qui sont en lien avec ces sujets de réversibilité. À l'issue donc de ce travail-là, on a produit, alors on est un peu en avant-première là, puisque ces deux documents ne sont pas encore en ligne, ils seront normalement la semaine prochaine, donc ils seront complètement accessibles sur le site de l'AQC dans l'onglet Nos ressources. Et donc, on a produit à partir de ce travail-là un rapport d'étude assez complet où on écrit l'ensemble des constats, des enseignements issus du terrain, mais on met aussi en avant des bonnes pratiques, on fait un certain nombre de recommandations, on va définir un peu les différents termes de la réversibilité et des autres sujets. Nicolas va vous en parler juste après. Et donc une plaquette donc plus grand public professionnel qui synthétise finalement les éléments principaux de ce rapport. Voilà, donc ces livrables sont disponibles gratuitement à partir normalement de la semaine prochaine sur le site de l'AQC. Voilà, à toi, Nicolas. Ouais, du coup, pour entrer un peu dans le vif du sujet, enfin avant ça, on s'est posé donc comme dans la méthodologie expliquée par Julien, on a vraiment commencé par une étude bibliographique, un état de l'art, voir et un benchmark de ce qui existait sur la réversibilité. Ça a permis aussi de voir déjà qu'il y a quand on parle de réversibilité, on peut parler de plein de choses. Il y a plein de termes, démontabilité, évolutivité, modularité, hybridation, transformation, on pourrait rajouter flexibilité, enfin voilà, il y a plein de choses. Et du coup, on a regardé un peu ces définitions-là, et avec le groupe de travail, on a aussi justement dans le souci d'avoir un langage commun et de savoir de quoi on parle, on a déposé comme définition réversibilité, aptitude d'un ouvrage neuf ou existant à changer facilement d'usage plusieurs fois dans le temps. Donc voilà, et du coup pour entrer dans le vif du sujet des enseignements, qui sont donc là dont vous avez vraiment la primeur, vu que comme l'a dit Julien, le guide n'est pas encore diffusé, par rapport à, pour vous présenter quelques-uns de ces enseignements-là de manière chronologique. Alors, vous allez me dire, c'est important de préciser, il y a beaucoup de ces enseignements-là qui pourraient être appliqués, enfin, qu'il serait judicieux d'appliquer à tout type de projet de manière générale, mais on les a quand même notés parce que avec le sujet de la réversibilité, il y a vraiment des points de vigilance à ne pas manquer pour ne pas bloquer justement la transformation future d'un bâtiment. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut bien suivre ces enseignements-là, plus particulièrement dans le cadre d'un projet de réversibilité. Et du coup, ça va commencer en programmation. On va devoir fixer les objectifs, et notamment quand je parle d'objectifs, il y a la notion de degré de réversibilité à atteindre qui est intéressante à voir. Et c'est du coup, quand on va vouloir transformer un bâtiment, on peut anticiper toutes les transformations possibles, tous les usages possibles. Ça va demander beaucoup de dispositions à mettre en place, mais du coup la question c'est de savoir, et notamment dans un souci environnemental, est-ce que ça vaut vraiment le coup de surdimensionner la structure, de prévoir vraiment toutes les dispositions nécessaires pour permettre toute transformation. Ça peut finalement desservir le projet, et du coup le degré de réversibilité, c'est savoir jusqu'où on va dans la réversibilité. Et un exemple qu'on a vu pendant l'étude, c'est un immeuble en R+8 qui est déjà mixte, logement, bureau. Et
Et ils ont choisi de travailler le sujet de la réversibilité, mais seulement sur 2 niveaux. Et donc, ce sont seulement 2 niveaux qui sont réversibles, bureau-logement. Et voilà, parce que sinon, ça allait induire les dispositions techniques, j'en évoquerai tout à l'heure, mais ça allait induire trop de dispositions techniques, de vouloir tout prévoir pour du bureau et pour du logement, donc ils sont limités à deux niveaux. Et du coup, avec ces objectifs, il y a la question de la ressource, parce que donc en effet, on va devoir mettre plus de ressources pour arriver à ces objectifs-là. En termes de ressources humaines, il va falloir aller chercher des compétences, plus de compétences qu'on n'aura pas forcément habituellement, des ressources matérielles, avec les mesures compensatoires, j'y reviendrai aussi, et temporelles, souvent on va devoir étendre les délais pour passer plus de temps à la conception pour mieux anticiper les choses. Et donc voilà, et donc il faut bien avoir conscience de ça, allouer les ressources pour pouvoir favoriser une transformation qui, elle, sera plus facile à faire et à coût plus limité. Et pour ça aussi, donc la réversibilité, c'est de l'innovation. Enfin, c'est un sujet qui est aujourd'hui d'actualité, mais ça reste dans le domaine de l'innovation. Et dès qu'on fait de l'innovation, ça, je pense que l'histoire a souvent parlé, il faut que les gens soient motivés. Si on s'entoure d'une équipe où les gens préfèrent faire comme ils savent faire et faire comme ça a toujours marché, ben, c'est pas comme ça qu'on pourra changer les pratiques, faire évoluer et aller vers de l'innovation. Donc, il faut aussi avoir des acteurs volontaires autour de soi, c'est très important. Et donc, après, sur la conception, donc j'ai parlé des coûts. Si on a un surcoût à la construction, il faut pouvoir surtout anticiper que l'habitation d'usage n'excédera pas un certain coût au mètre carré. C'est-à-dire que oui, l'enjeu de la réversibilité, c'est de pouvoir transformer le bâtiment de manière simple, avec des ajustements et surtout peu coûteuses. Et voilà, donc là, il y a un travail à avoir entre l'équipe au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre, sur les coûts de construction, un travail très fin à avoir là-dessus, donc un gros point de vigilance là-dessus. Et ça va de pair avec anticiper les différents séquençages, donc vraiment prévoir les différents séquençages possibles et pouvoir leur joindre un chiffrage associé. Et ensuite, du coup, à l'issue de cette conception-là, il faut la formaliser dans un dossier de consultation des entreprises très détaillé. Donc, bien sûr, c'est toujours recommandé d'avoir un DCE très détaillé pour que ce qui est prévu en conception soit bien compris des entreprises. Mais du coup, ça revient aussi avec la sensibilisation des acteurs et pour avoir des acteurs sensibles au sujet de la réversibilité, il faut que les entreprises également s'approprient le sujet et comprennent à travers le DCE les enjeux qu'il y a derrière et qu'elles n'aillent pas proposer des choses parce que justement elles ont l'habitude de faire comme ça et que ça bloquera après le potentiel de transformation du bâtiment. Sur le chantier, du coup, ça va se traduire par une mission visa donc pareil, une fois qu'on reçoit les plans d'exécution, la mission de visa, il faut avoir un gros point de vigilance à avoir là-dessus aussi, parce qu'il y a pu y avoir des ajustements qui auraient pu être faits, et donc la maîtrise d'œuvre doit vraiment veiller à ce que ce qui a été prévu en conception apparaisse, toutes les mesures conservatoires apparaissent bien sur les plans d'exécution. Et donc, pareil, je l'évoquais, donc la sensibilisation des entreprises, on la retrouve ici aussi sur le chantier. Les entreprises, elles ont leurs habitudes de travailler. Une entreprise peut être habituée à faire très bien du bureau, mais pas forcément du logement. Du coup, si on fait du bureau transformable en logement, il faut veiller à ce que que les choses soient bien faites. Et une bonne pratique, par exemple, ça peut être la réalisation de prototypes. Donc ça, dès la conception, pendant la conception, on peut réaliser des prototypes. Ça permet de tester des dispositifs constructifs, leur démontabilité. Et après, sur le chantier, ça permettra aussi de communiquer, d'être un support de communication et de sensibilisation de tous les acteurs en montrant, voilà, le prototype. Je prends l'exemple, par exemple, d'une loggia, d'un logement. On peut démonter la loggia, fermer la façade pour faire un bureau pour gagner des mètres carrés de la loggia, pour les donner à un plateau de bureau qui n'aurait pas forcément de seule loggia là. Voilà, il y a des exemples comme ça qui sont donnés. Et après, il y a la question de la performance des éléments qu'on va mettre en place. Parce que ça, on va le voir aussi par la suite.
selon l'usage, les performances d'un bâtiment, en tout cas en France, mais je pense qu'en Allemagne, les choses sont à peu près similaires. Les performances ne sont pas les mêmes. Je pense par exemple à l'acoustique. Un isolement de façade ne sera pas le même et plus pénalisant pour du logement que pour du bureau. Du coup, si on fait un bureau réversible, qu'on reçoit une menuiserie, qu'on l'accepte, que ça passe à la réception, ça performe, mais que finalement les performances de la menuiserie mise en œuvre ne sont pas suffisantes pour assurer une transformation vers du logement ultérieurement, là, ça pourra poser problème à ce moment-là. Donc, il faut s'assurer vraiment de cette performance pendant le chantier. Et donc, on en vient à la réception. Donc là encore, on a un autre dossier, c'est celui le DOE, des ouvrages exécutés, qui, pareil, en pratique, il n'est pas forcément bien détaillé, voire même pas du tout fourni. Donc là, ça va être primordial de s'assurer de une, qu'il soit bien fait, et de deux, qu'il soit complet. Et à cela, on peut même ajouter un plan de réversibilité. Donc ça, ce serait un concept à développer pour les immeubles réversibles. C'est que la conception, elle suppose que le travail a été fait de prévoir des aménagements de logements et de plateaux de bureaux pour un même immeuble. Ça a eu en plus ça a pu engendrer un surcoût. Ce surcoût-là va être à la charge du premier acquéreur. Donc, à minima, fournir un plan de réversibilité à l'acquéreur pour qu'il puisse justifier de la plus-value de son bâtiment grâce à sa transformabilité. Voilà, c'est quelque chose qui serait intéressant de développer, ce plan de réversibilité. Et ensuite, donc, quand on parle d'un bâtiment réversible, on ne va pas s'arrêter à la réception. D'ailleurs, ça a été assez difficile. Enfin, l'étude serait à continuer dans les années à venir pour avoir des retours d'expérience sur des bâtiments conçus réversibles et qui sont transformés. On a regardé la transformation de l'existant bureau-logement, mais on n'a pas encore eu vraiment un retour d'expérience d'un bâtiment conçu réversible et transformé par la suite. Ça, ce serait intéressant de voir ce que ça donne. Mais ce qui est vraiment important, c'est du coup là, les documents que je viens de citer, puis il y a le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage aussi il faut assurer ces documents, il faut qu'ils soient produits, qu'ils soient complets, et il faut pouvoir les retrouver dans 10, 20 ans quand on va vouloir transformer le bâtiment. Si on ne peut plus mettre la main sur le document, ça va poser des problèmes. Je pense notamment, avec le sujet de la réversibilité, on peut prévoir aussi une surdimension de la structure, par exemple surdimensionner des fondations pour pouvoir faire une surélévation ultérieurement. Si on ne retrouve pas le document qui atteste que les fondations étaient bien dimensionnées pour pouvoir mettre plus de charge, surélever le bâtiment, il va falloir faire des diagnostics. Si on a bien les documents, déjà, on va voir l'assureur. Là, pour le volet assurantiel, ça peut être un levier. On va voir l'assureur avec les documents en bonne et due forme. Déjà, ça aide un peu, ça aidera les transformations futures. Et après, je parle de transformation dans 10 ou 20 ans. Il y a un point de vigilance à avoir, c'est avec le sujet de justement, si on prévoit de pouvoir transformer facilement le bâtiment, peut-être que le bâtiment il sera transformé dans 5 ou 3-4 ans, enfin très, très rapidement, finalement, si on a bien fait les choses et que la transformation est aisée, on pourra peut-être être amené à vouloir changer rapidement. Mais là, il faut juste avoir conscience que ça peut provoquer un chevauchement de garantie de responsabilité. Et responsabilité, je pense notamment à la garantie décennale qui court pendant 10 ans en France. Du coup, il faut avoir ça en tête et voilà, savoir que ça peut poser des questions juridiques et assurantielles. Du coup, après, il y a aussi tous les enseignements portant sur les enjeux techniques. Donc pareil, là je vais donner l'exemple pour le contexte français, à voir si en Allemagne ou dans les autres pays il y a des similitudes, mais après je pense qu'en France c'est assez poussé ce constat, c'est que les réglementations sont vraiment écrites de leur côté selon l'usage. Je pense notamment à la réglementation incendie. Donc, il y a vraiment même l'évacuation en cas d'incendie ne se fait pas du tout pareil que dans un bureau que dans le logement. Et pour l'acoustique aussi, les réglementations ne sont pas les mêmes. On est beaucoup plus contraint pour du logement que pour du bureau. Après, il y a la réglementation accessibilité PMR aussi qui va donner des contraintes dimensionnelles beaucoup plus sur le logement
avec les gabarits handicapés, qui va du coup jouer sur la trame du logement, tandis que les trames de bureau elles, répondent à d'autres standards. Donc au final, on a beaucoup de choses qui font que les standards ne sont plus les mêmes. Donc ce qui est essentiel, c'est déjà de connaître ces réglementations pour chacun des usages possibles. Et donc prévoir des mesures conservatoires. Donc une mesure conservatoire, je l'ai déjà évoqué, mais pour le définir, en gros, c'est prévoir le compromis qui permette l'ajustement aisé, voilà, pour aller d'une performance, pour atteindre un degré de performance requis selon les réglementations. Et donc là, pareil, j'évoquais la trame avec la question de l'accessibilité. Donc il y a toute la question de la logique constructive. Donc ouais, les standards actuels sont vraiment divergents aujourd'hui, avec les trames de bureau très, très régulières d'1,35 m. Ça se raccorde difficilement avec les trames de logement, et notamment, donc, comme je l'évoquais, pour les normes accessibilité. Donc il faut prendre un peu de recul, peut-être sortir des standards actuels et essayer de retrouver un compromis, et donc sur la trame de bâtiment et sur les systèmes constructifs, du coup, à revenir à des choses beaucoup plus épurées de poteau-poutre. Ça se fait pour le bureau, mais ça se fait beaucoup moins pour le logement, le poteau-poutre. Donc c'est peut-être revenir à ça pour le logement. Et après, travailler sur des systèmes robustes, mais à la fois robustes et démontables. Donc il y a toute la question de la démontabilité. Et oui, quand on parle de trame, donc il y a la trame en plan, mais il y a la trame en coupe aussi. Et il y a la question de la hauteur aussi, on n'a pas les mêmes hauteurs entre bureau et logement. Et finalement, ce dont on s'aperçoit, c'est peut-être une opportunité d'essayer de revenir à des systèmes le plus simples possible, en tout cas pour la structure, et surtout donner un peu de flexibilité au bâtiment, et du coup donner un peu plus de générosité aux espaces, et notamment au logement qui est devenu à 2,50 m, on peut, sous plafond, où on ne peut plus faire de bureau dedans, du coup donner un peu plus de hauteur. À la trame de bureau de 2,70 m qui ne permet pas d'avoir une chambre handicapée, peut-être donner un peu plus de largeur, voilà, avoir des volumes flexibles, un peu plus généreux. Et c'est peut-être là un levier pour défendre la qualité des constructions futures avec des structures épurées qui permettent de réduire les coûts sur le gros œuvre, et d'ouvrir à de plus grands volumes adaptables, et du coup gagner en qualité des constructions futures. En écho avec l'actualité française d'aujourd'hui, avec le rapport Leclerc-Girometti qui note quand même une perte ces 10 dernières années des surfaces dans les logements. Voilà, donc redonner un peu plus de surface, un peu plus de volume, un peu plus de hauteur, pour avoir des constructions plus qualitatives. Voilà ce que peut offrir la réversibilité, je pense. Et donc juste pour finir, donc on est dans le cadre de ce sujet-là, on a quand même un certain nombre d'outils et d'évolutions réglementaires finalement qui ouvrent de nouvelles perspectives. Alors, de manière un peu plus ancienne, on a le permis d'innover, qui permet de déroger aux règles de construction dans certaines zones, qui avait été introduit par la loi Elan en 2018. On a, dans le cadre justement des Jeux Olympiques, le permis à double état qui permet de déposer un permis de construire avec deux usages, un usage à court terme et un usage plus tardivement. On sait très bien que les équipements olympiques, et en particulier le village olympique, accueillera des chambres d'athlètes dans un premier temps, et ces chambres d'athlètes seront, après un an de modification, transformées en logements et également en locaux tertiaires et en ERP. Donc ça, c'est un outil qui peut être utilisé, mais qui est aussi, voilà, une petite alerte quand même. C'est assez simple dans le cas où on sait déjà l'usage qui sera fait, le changement d'usage à court terme, mais qui peut être plus difficile à utiliser sur des opérations dont on ne connaît pas forcément le changement d'usage et dans quel délai.
On a le permis d'expérimenter introduit par la loi ESSOC, avec l'introduction d'objectifs de résultats et de solutions défis équivalents qui permettent d'atteindre les objectifs réglementaires par des moyens différents de ceux qui pourraient être évoqués dans la réglementation. Donc, c'est des permis d'innover et d'expérimenter qui permettent vraiment d'innover justement dans le monde de la construction. On a actuellement un travail, justement ce que disait Nicolas, c'est que les réglementations sont différentes suivant le type de bâtiment. On a une réglementation qui est en cours d'élaboration là sur la sécurité incendie immeuble de moyenne hauteur, donc entre 28 et 50 mètres, où les exigences seraient applicables à tout type de bâtiments, que ce soit des habitations ou des bâtiments tertiaires. Et puis, plus récemment, alors ça n'apparaît pas dans le slide, la loi climat et résilience, en fait, qui a été promulguée là en août, a introduit finalement l'obligation de réaliser une étude de potentiel de changement d'usage, de potentiel de changement de destination et d'évolution donc des bâtiments avant toute démolition et construction neuve. Donc cette loi, on attend encore un décret en Conseil d'État qui doit définir un peu les modalités d'élaboration de ces études, mais on voit qu'on commence à avoir des outils, que les évolutions réglementaires vont vraiment dans le sens de bâtiments, de construction de bâtiments ou de réhabilitation de bâtiments réversibles. Voilà, et puis voilà, je crois qu'on en a fini. L'essentiel à retenir, c'est une sorte de synthèse de tout ce qu'on a pu dire avec Nicolas aujourd'hui. Ça fait beaucoup de choses à retenir, mais de toute façon, vous pourrez reparcourir la plaquette et le rapport qui sera bientôt diffusé. Et donc à disposition pour répondre à des questions s'il y en a, Bertrand. Alors une question effectivement venant du chat avant de laisser la parole à Arnaud à l'avant. Est-ce que vos enseignements valent pour les bâtiments existants ou est-ce qu'ils valent pour les bâtiments neufs qu'on anticiperait comme étant potentiellement des bâtiments pouvant avoir plusieurs vies? Du coup, ils valent surtout pour les bâtiments en conception neuve. Après, il y a toute une partie aussi, justement, s'est intéressé à la transformation de l'existant. Parce que de toute façon, ça se répond. Enfin, de regarder, c'est ce que j'ai expliqué aussi quand je disais que là, on n'a limite pas le recul nécessaire pour voir justement un bâtiment réversible pour faire un retour d'expérience. Déjà, là, on en a qui commencent à être livrés, mais c'est déjà un peu tôt pour un retour d'expérience classique. Et idéalement, pour en tirer des enseignements, il faudrait avoir déjà une transformation effective du bâtiment, d'avoir déjà un deuxième cycle de vie. Du coup, on a aussi regardé la transformation de bureaux vers logement, qui se fait beaucoup du fait du contexte économique et actuel et social. Et oui, ça serait. Enfin, du coup, on peut regarder les transformations de l'existant pour en tirer des enseignements qui seront utiles pour la construction de bâtiments. Les deux sont. Pour moi, les enseignements sont compatibles aussi bien pour la transformation de l'existant et aussi bien pour la conception neuve de bâtiments réversibles. Merci à tous les deux. J'aurais éventuellement d'autres questions qui seraient des questions plus transversales, donc je préfère laisser la parole à Arnaud à l'avant pour qu'il puisse nous présenter son intervention. Et puis s'il nous reste un petit peu de temps, je poserai ces questions en fin d'atelier. Monsieur à l'avant, c'est à vous. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Merci. Top, je partage mon écran. Je pense que c'est fait. Bon, c'est parfait de notre côté, en tout cas, oui. Ok. Alors, merci pour cette intervention. Vous l'avez dit, vous l'avez introduit tout à l'heure. Je suis là comme représentant de CIPA, qui est l'association des programmistes en architecture, en aménagement et en urbanisme, la seule organisation qui existe en France en ce domaine. On est adossé au CINOV, Confédération de l'ingénierie, de la ville, du numérique et du management depuis peu. Alors, la question de l'usage, évidemment, c'est pour les programmistes,
c'est quelque chose d'important, puisque c'est un peu leur raison d'être. Je reviendrai plus tard sur ce que font vraiment les programmistes, parce que c'est quand même un métier assez peu connu en France, et je crois encore moins en Allemagne, parce que je crois qu'en Allemagne, tout simplement, ça n'existe pas, ou sous une forme très différente, je crois en tout cas. C'est une question qui, évidemment, qui intéresse de près les programmistes, et d'autant plus qu'elle est complètement dans l'air du temps, puisque tout simplement, on est à la conjonction de multiples évolutions sociétales, économiques, juridiques, qui font que on est vraiment en plein dans ce genre de réflexion. La première réflexion, alors je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit déjà avant, mais en tout cas, je vais essayer de le faire de façon la plus brève possible. C'est la question du zéro artificialisation nette, dans la mesure où, ça c'est l'objectif d'un point de vue national, et après les régions sont chargées de les appliquer dans les SRADET, on doit construire qu'en proportion de ce qu'on démolit, pour pas faire en sorte qu'on ait plus d'artificialisation des sols. On doit limiter au maximum l'artificialisation des sols, voire l'annuler complètement. Forcément, si on veut avoir toujours plus de services, qu'ils soient publics ou privés, mais qu'on n'artificialise pas plus les sols, il va falloir soit densifier, soit construire plus haut. Ça, c'est rarement la volonté dans beaucoup de villes en tout cas, où il va falloir trouver des moyens d'utiliser différemment les bâtiments, les utiliser de plus de façon possible que ce qui était le cas précédemment. Donc voilà, tout ça est un point essentiel. Il y a les questions de la limitation des moyens, des coûts de fonctionnement. Alors je ne vais pas revenir sur les questions de décret tertiaire, puisque le décret tertiaire finalement c'est ça, c'est l'idée de limiter les coûts dans l'avenir, le coût carbone certes, mais le coût en euros tout simplement aussi. Si on veut limiter les coûts, si on veut limiter les budgets, on essaie de ne pas construire beaucoup plus de bâtiments, de mètres carrés. Il y a les questions du patrimoine, de plus en plus, c'est ce qui a été dit très largement lors de la première intervention, on essaie de garder au maximum les bâtiments existants, parce que question patrimoniale, question de souvenirs du passé, etc., je ne développerai pas, mais si on veut essayer de garder au maximum les bâtiments existants, et qu'on ne construit pas plus, si on n'artificialise pas plus le sol, ça veut dire qu'il faut bien faire des mètres carrés qui existent, des mètres carrés les plus efficaces possibles. Il y a la question alors, des bouleversements liés à la crise sanitaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat sur savoir si ce n'était pas des évolutions qui étaient déjà en cours précédemment, bon, peu importe. En tout cas, la crise sanitaire est certainement quand même un point de non-retour, ou en tout cas un accélérateur non négligeable, c'est le développement du nomadisme au travail. Tout simplement, le fait qu'il y ait de plus en plus de télétravail depuis 18 mois, c'est vraiment quelque chose qui a explosé. C'est le développement de la microéconomie, ça existait déjà avant, des auto-entrepreneurs, les indépendants, en règle plus générale. Résultat, tout ça, ça donne des besoins qui sont fluctuants, plus fluctuants qu'avant, des besoins qui sont plus intermittents, et avec des rythmes de vie qui sont totalement différents des temporalités naturelles, traditionnelles en tout cas, des villes et des équipements en règle générale. C'est très lourd de conséquences. Le dernier point, c'est le souhait, le besoin de proximité, la question de la ville du quart d'heure. On veut de plus en plus avoir tous les équipements à proximité immédiate, en tout cas dans un rayon d'un quart d'heure. Alors le quart d'heure, c'est pas le même quart d'heure selon qu'on soit à Mâcon, à Strasbourg ou à Paris, il y a quand même des limites, mais on veut quand même l'avoir dans un rayon relativement proche. Tout ça, quand on veut plus de services, mais que ce soit toujours à proximité, il faut trouver des solutions. Alors, tout ça, évidemment, ça remet fortement en cause la question de la vision traditionnelle des espaces qui dit qu'un usage égale un espace. Forcément, ça ne marche plus. Alors, d'où forcément le rôle du programmiste qui se retrouve promu. Forcément, on ne va pas s'en plaindre. Alors, le rôle du programmiste, je ne vais pas m'étaler beaucoup dessus. Pour faire simple, moi, je trouve que ce schéma est assez clair, il montre assez bien les choses. C'est de définir les espaces, évidemment, les définir, c'est-à-dire les quantifier, les qualifier, définir le montage d'opération, les planifier, identifier les intervenants, calibrer au mieux les missions de chacun pour que
tous les acteurs soient présents dès le départ, qu'on pense à tout dès le départ, pourquoi pas réversibilité pour rejoindre l'intervention précédente, et en essayant d'optimiser tout ça au mieux pour que tout ça fonctionne dans le meilleur délai, dans le meilleur coût, dans les meilleures conditions de sécurité juridique et économique. Grosso modo, le rôle du programmiste, c'est tout ça à la fois. Alors, même si c'est quelque chose d'assez récent, finalement, la programmation architecturale en France, même dans le monde, hein, il y a des choses qui se passent quand même depuis longtemps dans ce domaine. Des choses qui se passent depuis longtemps, c'est par exemple les groupes scolaires. Les groupes scolaires, il est tout à fait traditionnel que la salle de jeu de groupe scolaire, ça sert de salle polyvalente à la commune. En tout cas, dans les villages, ça a été longtemps été comme ça. La cour de récréation, c'est l'espace pour la braderie communale chaque été, etc. C'est pas nouveau finalement. Maintenant, ça grossit. Donc, des mutualisations qui existent de façon assez habituelle sur plein de sujets. Et puis, tout autant de conflits. Alors, là, je vous prends un exemple qui est assez parlant, mais il y en a plein d'autres des comme ça, et je vais vous en montrer. Ici, vous avez on est dans une petite ville, hein, une petite ville d'un peu moins de 10 000 habitants en province, qui a un groupe sportif depuis un certain nombre d'années, avec un gymnase, et puis le terrain de foot, la piste d'athlétisme qui joue autour, voilà, de façon très classique. Quelques années, il y a un certain nombre d'années, le département, à la grande joie de la commune, dit « Tiens, on mettrait bien un collège. » Super, pour une ville de cette taille-là, accueillir un collège, c'est merveilleux, super. Mettez-vous là, on a un terrain qui est disponible, vous serez à côté des groupes sportifs, permettra de mutualiser les équipements, ce sera parfait, ça limite les coûts pour chacun. Ah oui, mais non, mais pour le collège, quand même, on a besoin d'un groupe sportif, d'un gymnase qui soit vraiment dans le collège. C'est pas possible autrement, même si c'est pas loin quand même. Et il va falloir, par contre, effectivement, le soir, le week-end, vous pourrez l'utiliser, pas de souci. Bon, allez, ça marche comme ça. La ville d'appartement de plat. Et puis, même participe au financement. C'est merveilleux. Bon, vous doutez que si je vous en parle, et si je vous parle de conflit, c'est que ça ne s'est pas forcément exactement passé comme ça. Ça s'est même passé de façon assez différente, puisque le collège a été livré. Effectivement, le gymnase est à proximité de la route. On peut y accéder directement depuis la rue sans passer par l'intérieur du collège. C'est parfait. Si ce n'est que très peu après la réception, l'accès au gymnase est devenu payant pour les assos de la commune, assez rapidement. Et puis, peu d'années après, on a carrément dit, non, finalement, le soir, le week-end, les enseignants veulent pouvoir y accéder, donc on ferme la commune. Échec total de mutualisation, et depuis, la commune a reconstruit un beau gymnase, parce que il fallait répondre au mécontentement des assos de la commune, qui du coup n'avaient plus ce gymnase supplémentaire. Voilà, c'est un cas typique lié à la divergence des gouvernances. Il y a des gouvernances différentes, celles du département, celles de la commune ne sont pas les mêmes, les intérêts ne sont pas les mêmes, les fonctionnements ne sont pas les mêmes. C'est une chose d'un cas assez typique, et je vous en montrerai d'autres, des sujets de gouvernance qui est peut-être le principal frein à la mutualisation des espaces, c'est peut-être tout simplement la question de la gouvernance. Un autre sujet assez classique, c'est le sujet des salles polyvalentes. Alors, comme son nom l'indique, une salle polyvalente, c'est polyvalent. On doit pouvoir y faire plein de choses à l'intérieur. C'est un espace de centralité dans les communes, c'est souvent l'unique équipement, et on doit pouvoir, grosso modo, tout y faire, puisque c'est polyvalent. Évidemment, comme on disait à l'instant pour la question de la réversibilité, on ne peut pas tout prévoir non plus. Au bout d'un moment, l'équipement supplémentaire, avec tous les équipements qui se superposent, plus la réglementation qui se superpose forcément, la sécurité incendie et tout le reste, fait que l'acoustique, extrêmement important l'acoustique, fait qu'au bout d'un moment, on ne peut pas tout prévoir non plus. Donc du coup, la salle polyvalente se retrouve limitée à des usages assez classiques, assez standard, et ne devient polyvalent que de façon très très limitée. Toujours la question du coût marginal de l'équipement supplémentaire pour réussir à faire ce qu'on veut y faire.
plus la question, bien évidemment, du financement, pour se faire financer auprès des collectivités ou de l'État, etc., il faut rentrer dans des cases. La case salle polyvalente existe bien évidemment chez la plupart des financeurs parce que c'est une case fréquente dans les petites villes, donc la case existe, mais comme ce sont des locaux qui généralement sont quand même des locaux relativement simples, très simples, peu équipés, ce qui concourt à ne pas faire des salles polyvalentes, des lieux vraiment polyvalents d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça, et bien les financements sont en conséquence. Et empêchent des projets qui veulent améliorer la polyvalence avec des coûts plus importants de pouvoir le faire. Encore faut-il que la commune en ait les moyens. Alors là, sur le projet que j'ai mis en photo, là, il se révèle quand même que c'est un projet d'une commune qui a plutôt des bons moyens, donc on a réussi à y faire tenir toute une quantité de choses, des gradins télescopiques électriques, ça coûte super cher ce genre de choses, mais c'est ce qui est nécessaire pour pouvoir que la salle de spectacle, la salle puisse servir de salle de spectacle, mais ça puisse servir d'autres choses aussi, des scènes rétractables, etc., des cuisines, tout ça pour les différents usages de l'espace tels qu'on imagine qui vont pouvoir avoir lieu. Alors, un traitement acoustique qu'on essaie de faire au mieux en fonction de ce qu'on a envisagé au départ qui pourrait s'y passer. Le traitement acoustique n'est pas totalement réversible, n'est pas totalement, on ne fait pas tout grâce à des éléments amovibles. Loin s'en faut. Alors, il y a une méthode, il y a un produit, si je puis dire, si j'ose appeler ça comme ça. Il y a un type d'équipement qui se développe beaucoup ces dernières années et qui permet, d'une certaine façon, de dire dès le départ, bon, bah, c'est un lieu qui va servir à beaucoup de choses. On appelle ça les tiers-lieux. Au début, on ne savait pas trop comment les appeler. C'était des lieux qui correspondent à rien qu'on connaît, donc c'est le tiers-lieu. Bon, alors c'est très en vogue, c'est très maintenant accepté par les collectivités dans le cadre des financements. Il y a même la région Île-de-France, par exemple, il y en a d'autres. La région Île-de-France a lancé un appel à projet pour 1000 tiers-lieux dans la région d'ici à quelques années, je ne me souviens plus l'année. Donc il y a des vraies politiques d'encouragement en ce domaine. Alors du coup, comme ce sont habituellement des lieux d'origine privée ou d'origine associative, d'ailleurs, l'initiative publique qui vient se substituer au privé, ça marche plus ou moins bien, il faut dire les choses comme elles sont. Ça vient bousculer un peu la relation privée et publique habituelle, parfois en bien, parfois en mal, peu importe. Le privé et le public ont parfois tendance à mal dialoguer, c'est un fait, surtout quand il s'agit d'activités ou d'occuper des lieux qui sont mis à disposition par du public. Les conditions contractuelles sont parfois un petit peu difficiles, mais il y a plein de choses intéressantes. Je reprends un exemple qui n'est pas du tout un tiers-lieu, mais qui est un exemple qui parfois fait un petit peu grogner. On a vu un clip de Beyoncé il y a quelques mois qui a été tourné dans le Louvre. Bon, je pense que globalement, ça n'a pas mal plu, mais il y a aussi beaucoup de grognements suite à ça, parce que doit-on prêter un lieu aussi symbolique, aussi symbolique, oui, que le Louvre, pour y tourner un clip d'une chanteuse fut-elle internationale? Bon, c'est une question. Le choix, en tout cas, du Louvre, c'est de dire que oui, pour apporter quelques financements, j'imagine, au moins. Alors, les tiers-lieux sont vraiment vécus par les collectivités, même par l'État d'ailleurs, comme un vecteur de redynamisation des zones périurbaines ou des zones peu denses, ce qui fait que ça a quand même un certain succès auprès des collectivités en règle générale. Il y a un autre usage des tiers-lieux qui rejoint un peu la question de la crise sanitaire, c'est des immeubles de bureaux qui sont parfois partiellement abandonnés, ou en tout cas qui sont plus occupés autant que faire se peut il y a encore 2 ans. Le développement du télétravail est ce qu'il est. Maintenant, on fait de la visioconférence. Les réunions, il y a beaucoup plus de réunions qui sont en visioconférence. On peut même faire des congrès en visioconférence, même d'ailleurs maintenant, ce qui, ma foi, n'est pas désagréable. Ça a son intérêt, même si
Je trouve que c'est bien de voir les gens aussi, ça permet de discuter, c'est bien aussi, mais bon, peu importe, ça reviendra. Donc tout ça, c'est évidemment très positif de multiples points de vue. Néanmoins, les managers, les patrons de sociétés diverses et variées aimeraient bien aussi, quand même, j'en connais beaucoup comme ça, aimeraient bien inciter à faire revenir leurs salariés davantage dans les bureaux. Alors, comment font-ils? Notamment en aménageant finalement des espaces un peu moins formels que ce qui était précédemment et en recréant des sortes de tiers-lieux, des endroits un peu plus agréables, ouverts au public, avec un café, avec plein de choses qui permettent d'inciter un peu plus les salariés à venir dans les locaux. Pour les entreprises, en tout cas, qui ont accepté de jouer le jeu du télétravail, mais bon, quand même, elles sont de plus en plus nombreuses parce que de toute façon, c'est vraiment une revendication salariale forte depuis ces derniers mois. À voir comment ça viendra dans le temps, hein. Ça, c'est une autre question. Je ne suis pas devin, je n'en sais rien. Monsieur Lavant, alors je pense pas qu'on va nous couper immédiatement, mais simplement si la technique, puisque nous arrivons, il est 15 heures. Non, apparemment c'est bon, on nous laisse un peu de temps, donc allez-y. Je voulais juste être sûr qu'on ne vous interrompait pas en plein milieu de la présentation. Voilà. Mais allez-y, ça parle. Merci. Alors, au-delà du simple question de partage emploi du temps, la question de la temporalité, ça peut être aussi autre chose. Et il peut y avoir plus qu'un simple partage, il peut y avoir des réelles synergies qui apparaissent. Alors là, l'image que je vous ai mise ici, c'est une image d'une ancienne usine connue pour ses biscuits apéritifs, à Château-Thierry, en plein centre de Château-Thierry, sur la presqu'île du centre de Château-Thierry, dans le bout de la presqu'île, qui a fermé il y a quelques années, et que la ville de Château-Thierry, vu son emplacement, n'a guère pu faire autrement que de l'acheter. Ça tombe bien, ils avaient toute une quantité de structures, d'associations notamment, qui cherchaient des lieux, cherchaient des locaux, et ils n'avaient pas d'endroit pour les mettre. Donc ils ont dit à ces associations, diverses et variées, écoutez, on vient d'acheter un bâtiment, une série de bâtiments, c'est très grand, hein, c'est très très grand. Une série de bâtiments, on ne sait pas trop comment faire pour l'instant, allez-y. Allez-y, prenez un espace, gérez-le correctement. Nous, on ne va pas trop s'en mêler pour l'instant parce qu'on n'a pas les moyens de réhabiliter ça correctement pour l'instant, parce que c'est très grand et ce n'est pas du tout fait pour être un lieu d'accueil. Allez-y, et puis on assurera quand même le minimum pour veiller à ce que tout se passe bien. Et puis, il y a l'association qui est arrivée, puis une deuxième, une troisième, une quatrième, etc. Au bout d'un moment, c'était institutionnalisé, puisque il y a même un centre chorégraphique national qui s'est installé là, qui était basé à quelques kilomètres, maintenant qui est ici. Il y a une scène de musique actuelle et contemporaine qui est ici. Il y a une partie du conservatoire de musique de l'agglomération qui est ici, etc., etc. Alors, tout ça s'est fait un peu de bric et de broc, de façon assez spontanée, avec des enjeux de cohabitation. Je prends quelque chose de tout bête, à côté de l'association de théâtre, pendant leur répétition, ils avaient les cours de Zumba juste à côté. Acoustiquement, c'est pas franchement compatible. Les questions de sécurité incendie, c'était pour le moins relatif. Évidemment, des questions d'étanchéité, etc. Bon, voilà, c'est plein de choses qui sont passées. La ville de Château-Thierry, quand même, a lancé, il y a 2 ans maintenant, une mission de programmation architecturale pour réorganiser tout ça, dans le cadre d'une réhabilitation, d'une remise aux normes sécurité incendie et compagnie aussi, parce que d'un moment, il fallait, pour essayer de faire quelque chose de tout ça et d'optimiser un peu, parce que à force que les assos qui s'installent, il n'y a plus de place, quand même. Ça doit être très grand, au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Et pour faire des choses intéressantes avec tout ça. Donc, il y a toute une quantité d'idées, il y a eu tout un process. C'était un process assez long, qui n'est même pas totalement terminé d'ailleurs. Mais ça en vient, en fait, à créer des espaces qui soient vraiment des espaces de partage, qui changent d'usage en fonction des moments, et surtout en fonction, pas tellement de façon planifiée, mais en fonction des besoins du moment. Et vraiment du besoin du moment. Il y a quelqu'un qui arrive, et puis il se met là, et puis il fait un peu ce qu'il veut, et puis tout le monde comme ça. Ça fait un lieu qui est
qui est un grand vecteur de synergie et de valeur ajoutée. Je pense que maintenant, c'est quelque chose qui va à tout le monde sur place, alors qu'au départ, bien évidemment, commencer à partager des locaux, ça fait 5 ans qu'on a notre local pour nous tout seuls, et à temps plein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors qu'on a besoin de 3 heures par semaine. C'est inadmissible. Mais voilà, c'était plus ou moins facile à faire passer au départ, mais c'est passé. Et vraiment, pour le bien de tout le monde, maintenant, je pense qu'il n'y a seulement personne pour s'en plaindre, loin s'en faut. Je prends un autre exemple de mutualisation. Voilà, c'est une mutualisation peut-être un peu plus technique, qui se rapproche un peu du terme de la réversibilité, d'ailleurs, puisque finalement, c'est un petit peu ça. C'est les deux. Alors, on est sur la presqu'île d'Ambès, c'est en Gironde, sur un endroit qui est fortement inondable. Toute la presqu'île, en règle générale, est fortement inondable, et il y avait un besoin d'équipement public, un vrai besoin. C'était une zone qui était peut-être un petit peu délaissée, un petit peu, hein, c'était pas non plus la catastrophe, mais quand même, c'était une zone un peu difficile, et quand même créer ces équipements publics ne devait pas se faire au détriment des questions d'inondabilité du site, pour ne pas aggraver encore la situation, parce que c'est un endroit voilà, où ça peut déborder fortement. Je crois que c'était encore le cas tout récemment. Donc le choix, là, ça a été de faire finalement un gymnase et une zone de refuge pour les inondations. C'est le même bâtiment, il y a des locaux en plus, il y a du stockage potable, il y a des assainissements indépendants, il y a les ventilations sur batterie, etc. Tout ce qui a été nécessaire pour que le temps que les eaux baissent, tout le monde en tout cas, une part importante de la population du quartier puisse se réfugier ici de façon tout à fait sécure. Voilà, ça c'est un bel exemple de multifonctionnalité d'équipement de façon tout à fait intelligente. Et un exemple sur lequel nous aurons l'occasion de revenir lors de la 3e journée qui sera davantage consacrée aux risques naturels et à la résilience des bâtiments. Je ne savais pas. Comme ça, vous le savez. Je vais vous demander de bien vouloir conclure, monsieur, Oui, à l'avance, que je vois qu'il est conclue. 15h06, donc je ne voudrais pas qu'on abuse trop non plus. Je conclus. Alors, mon dernier exemple, qui me servira de conclusion, c'est un quartier, alors là, je ne m'y attendais pas, mais c'est exactement ce qui a été exposé lors de la première intervention sur ce qui se fait beaucoup en Allemagne. C'est un quartier totalement coopératif. C'est ça l'idée de SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qu'on a mis en place pour ce site. Là, on est sur une partie de l'ancienne base aérienne 112 à côté de Reims, sur la zone base vie, en fait. C'est là où, grosso modo, tout le monde logeait et mangeait. Donc, c'est entièrement une initiative privée, avec le soutien fort de la commune, quand même, bien évidemment, qui a apporté le foncier, notamment, ce qui n'est pas négligeable. On a fait un lieu vraiment de mutualisation globale, dans la mesure où, carrément, puisqu'on n'a pas vraiment trouvé d'autres moyens, c'est dans le cahier des charges de chaque occupant. Chaque occupant, il faut candidater pour occuper. Il ne suffit pas simplement de dire j'arrive, je paye le loyer. Alors déjà, il n'y a pas d'espace à vendre, c'est forcément à louer, sous forme de bail emphytéotique, de bail commercial, de bail professionnel, de bail agricole, peu importe. Mais il n'y en a rien à vendre. La SIC reste propriétaire de l'ensemble du foncier et des bâtiments. Et dans le cahier des charges qui fait l'objet d'un accompagnement pendant la conception et la réalisation, puis l'exploitation, les mutualisations des locaux font partie du cahier des charges et il ne peut y être dérogé, sauf questions réglementaires particulières. Là, c'est un sujet en termes de gouvernance. Là, en revanche, c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas de stade de gouvernance, il n'y a qu'une seule gouvernance, c'est celle de la SIC, qui est le propriétaire des lieux et le gestionnaire. Donc, c'est beaucoup plus simple. Pour vraiment conclure, puisque je veux conclure, la question de la multiplicité des usages, voilà, c'est une question qui est facilitée par quelques éléments réglementaires. Je ne vais pas y revenir, ça vient d'être expliqué lors de l'intervention précédente, donc c'est déjà parlé. Les plus gros freins, finalement, sont des freins politiques, des freins de gouvernance, de mésentente,
entre la ville qui a la compétence scolaire et l'agglo qui a la compétence sportive, par exemple, hein, ça peut être l'inverse, ça peut être autre chose, peu importe, mais c'est ce genre de frein-là. Et puis c'est les freins, tout simplement, de politique sur des mésententes diverses et variées. Seul rappel, tout simplement, et je rejoins le titre de l'intervention, le mètre carré le moins cher à construire, à entretenir, à faire fonctionner et à assurer, c'est celui tout simplement qu'on ne construit pas. Donc plus on utilise les locaux, moins on construit. Merci pour cette conclusion qui en plus effectivement revient sur l'intitulé du congrès et de l'atelier. Mais merci à tous les quatre parce que vos interventions étaient vraiment complémentaires, vraiment bien articulées, ce qui n'était pas forcément une obligation au début. Donc je pense qu'on a vu des pistes de réflexion, on a vu des solutions, on a vu aussi des vraies difficultés. Hein. Moi je retiens aussi les vraies difficultés tant d'un point de vue réglementaire et normatif que d'un point de vue de la gouvernance. C'est aussi un des apports et des enseignements de votre intervention, Monsieur Alavant. Donc ça fait beaucoup de choses à mâcher, ça fait beaucoup de choses à digérer, mais en tout cas on a des pistes pour effectivement, sinon cesser de construire, du moins construire et construire peut-être de manière plus intensive, mais à travers une utilisation plus intensive des bâtiments qui seront réalisés. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Je rends tout de suite l'antenne, dirions-nous si nous étions à la télé, à la régie. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous et merci encore.